OK. L'enregistrement a été lancé. Donc, je disais tantôt que nous venons de créer une deuxième feuille qui va nous servir de base de données, donc de stockage de nos différentes informations. Tout cela relatif aux informations que vous êtes amenés à manipuler. Donc, je vais changer tout simplement le nom de la feuille en l'appelant BD. BD pour dire base de données. Là, nous allons créer une table de données qui contiendra les différents champs de données que nous souhaitons avoir au sein de notre table de données. Là, nous allons enregistrer tout simplement des informations relatives aux agents d'une société, notamment leur identité, donc leur nom, leur sexe, leur nationalité et d'autres informations. Donc là, nous allons créer ces champs de données. Là, je vais mettre tout simplement nom agent, le sexe, la nationalité, la nationalité. Et pour finir, je vais mettre l'âge. Pourquoi pas? L'âge. Je vais tout simplement enlever le quadrillage d'Excel. Moi, je n'aime pas beaucoup travailler avec, donc je vais le désactiver tout simplement. Et là, je vais faire une petite mise en forme de notre base de données. Je vais modifier dans un premier temps la police que j'utilise. Je vais passer sur du trébuchette. Je vais réduire encore la taille. Je vais passer vers du 9. D'accord? Mais là, je vais modifier tout simplement la taille. Je vais la repasser à 10. Je vais mettre un remplissage, quelque chose comme ceci. Et je vais centrer toutes les informations au sein de ma feuille. Donc, je vais centrer comme ceci. Et là, je peux laisser tel quel ou je peux encore cloisonner ces différentes cellules en définissant une bordure interne. Là, je vais prendre une couleur blanche ou une couleur de ce genre. Tout dépend de ce que je cherche à avoir. OK. OK, c'est fait. Bien. Là, je pense qu'une couleur blanche sera beaucoup plus intéressante de savoir. OK. Donc, nous allons créer sur la première feuille, nous allons la renommer et l'appeler formulaire, formulaire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire sur la feuille formulaire? Nous allons designer notre formulaire de saisie, les différents champs qui vont nous permettre d'enregistrer les informations qui devront se loger les unes à la suite des autres dans cette table de données. Donc, nous allons nous placer sur la feuille formulaire et designer notre... Un instant, s'il vous plaît. OK, d'accord. Donc, je disais tantôt que nous allons designer notre formulaire de saisie qui va nous permettre d'enregistrer les informations et les stocker dans la table de données les unes à la suite des autres. Donc, nous allons créer notre petite interface de saisie quelque part ici, d'accord? Quelque part ici. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire à la base? Je vais sélectionner cette zone, d'accord? Cette zone de saisie. Je la sélectionne comme ceci et je vais changer la couleur de remplissage. Je modifie la couleur de remplissage. Je vais prendre un bleu de ce genre. Là, le bleu, il est trop foncé. OK, pourquoi pas. Je prends ce bleu.
D'accord? Je pense au bleu, comme ceci. Ensuite, je vais, là, c'est vraiment du design, d'accord, pour rendre tout ceci un peu attrayant à la vue. Donc, nous allons essayer quand même de jouer avec Excel pour obtenir un rendu plus ou moins intéressant. C'est bon, d'accord. OK. On va prendre ceci. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement noircir ce bleu. Nous allons jouer avec. Nous venons dans haute couleur. Voilà, nous allons prendre le TSL, la teinte saturation et luminosité. Nous allons augmenter la saturation de cette couleur. Ah, elle est au max. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la luminosité. Je vais réduire la luminosité pour obtenir un bleu qui tende vers du noir. OK? Voilà, un bleu qui tende vers du noir. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le bleu qu'on avait précédemment. Je prends le bleu qu'on avait précédemment. Donc, ce bleu. OK? OK. Ce que je peux faire également, c'est que je vais légèrement l'assombrir, mais pas autant que ce que nous avons ici. Je vais légèrement l'assombrir. J'espère que le rendu sera visuellement intéressant. Donc, je vais diminuer la luminosité, comme ceci. OK. OK, là, on est toujours dans le même ton de couleur, mais il y a un léger contraste entre les deux. OK. Maintenant, nous allons designer. Nous avons combien de champs de saisie? Nous avons combien de champs de données? On a 4 champs de données dans notre table de données. Donc, il va falloir créer ces 4 champs de données dans. Il va falloir que ces 4 champs de données soient présents dans notre formulaire de saisie. On suit jusque-là. C'est bon? Allô? Vous êtes toujours avec moi? On est là. Ça va, ça va, ça va. D'accord. Donc, je vais récupérer les informations qui se trouvent ici, que je vais venir placer sur cette feuille, histoire de ne pas les réécrire manuellement. Voilà, je les place en valeur tout simplement. Maintenant, une fois que j'ai fait ceci, je vais CTRL X, je vais mettre ça en dessous, autant pour moi, de ce champ de données. Je place ça ici. La nationalité, je laisse ça là. Et l'âge, je coupe ça et je place un peu plus bas. OK? On a quelque chose comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement modifier la couleur de remplissage de ces zones de données, du moins de ces labels, de ces intitulés de champs de ces. Et aussi, je vais réduire la largeur. Je vais réduire la largeur de cette colonne. Je vais faire pareil avec celle-ci. Bon, avec celle-ci, je vais légèrement augmenter pour qu'on puisse avoir. Voilà. Je vais prendre la couleur qui se trouve ici, que je vais passer à cette cellule. Donc, je prends le pinceau de remplissage que je viens appliquer, tout simplement. Donc, je fais pareil, je fais pareil, je fais pareil. Ensuite, je vais passer ces différentes cellules, la couleur de police, vers du blanc, vers du blanc. Je vais réduire la taille de la police. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, d'accord, c'est ça. Je vais réduire la taille de la police. OK, du 9. OK, je pense que du 9, ça peut le faire. OK, on garde quelque chose comme ceci. Ensuite, il va falloir avoir la zone de saisie. Donc.
la cellule qui doit contenir la valeur saisie. Donc, nous allons insérer une autre cellule, une autre colonne plutôt, et nous allons affecter une couleur de remplissage. On va prendre ce bleu. Voilà, on va prendre ce bleu. On va prendre ce bleu. OK? Et on va tout simplement agrandir la largeur de cette colonne. Tout simplement. OK? Donc, on fait pareil, on va copier le remplissage qu'on va poser là, là et là. Donc, on va égaliser tout ça. Donc, je vais copier la largeur de cette colonne que je vais affecter à la largeur de celle-ci. Donc, tout cela, c'est juste du design. Donc, c'est pas obligatoire, mais ça rend toujours nos programmes ou nos projets attrayants à la vue. Et donc, naturellement, on y passe plus de temps. Et c'est beaucoup plus simple à utiliser ainsi. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la largeur de celle-ci. OK? Je vais supprimer le remplissage de ces deux zones, donc de cette plaque de cellules. Je copie tout simplement. Je prends le pinceau que j'étends, d'accord? OK? Échappe. On a notre formulaire qui commence à se dessiner. On a notre formulaire qui commence à se dessiner. Rien de bien fameux, mais déjà, c'est visuellement attrayant. On peut faire mieux, certes, mais le but de cette séance n'étant pas le design des interfaces, mais plutôt de voir comment automatiser la saisie d'informations au sein de nos bases de données. On suit jusque-là. Y a-t-il des inquiétudes ou est-ce que je peux continuer? Ça va pour moi, ça va. Allô? Ouais. Y C'est bon a-t-il pour des moi aussi. inquiétudes? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon pour moi, ça va. OK, d'accord. Donc là, nous venons de dessiner l'interface. Nous allons tout simplement procéder aux opérations qui vont nous permettre d'enregistrer les informations au sein de notre base de données. Pour ce faire, nous allons passer par l'enregistrement de macros. Avez-vous déjà des notions d'enregistrement de macros? Comment ça se passe avec l'enregistreur de macros et autres? Oui, pour ma part, oui. Si. D'accord. Bien, nous allons continuer. L'enregistrement de macros, c'est quoi? L'enregistrement de macros, c'est comme un enregistreur audio, tout simplement, qui permet d'enregistrer toutes les actions qui sont posées. Un instant. OK. Donc, je disais tantôt que l'enregistreur macro, c'est comme, je faisais l'analogie avec un enregistreur audio. Quand un enregistreur audio est lancé, tout ce que vous dites à partir de ce moment est enregistré. Qu'importe que ce que vous dites est malsain ou pas. Que ce soit malsain ou pas, une fois que l'enregistrement audio est lancé, tout ce que vous racontez est capté tout simplement. Donc, c'est le même principe que l'enregistrement de macro. Une fois que l'enregistrement de macro est lancé sur Excel, toutes les actions que vous aurez à poser sont bêtement enregistrées. Et à chaque fois que vous allez jouer cette macro dans cet enregistrement, les mêmes actions que vous aviez eues à poser lorsqu'elle était active, donc lorsqu'elle était en cours d'enregistrement, seront réexécutées. Donc, si lors de l'enregistrement de macro, vous posez une action que vous ne souhaitez pas obtenir ou bien une action qui n'entre pas en ligne de compte du résultat escompté, lorsque vous allez rejouer la macro, les mêmes actions seront reposées. Donc, avant de lancer l'enregistrement de macro, vous devez avoir en mémoire la série d'actions que vous voulez poser.
Et nous, qu'est-ce que nous souhaitons effectuer ici? Nous souhaitons récupérer les valeurs, ou du moins les données qui auront été saisies dans ces 4 champs de données, nom, agent, sexe, nationalité et âge, et les placer quelque part ici. Si jamais il y a déjà une information sur cette ligne, il faudrait que l'information se place sur la ligne suivante, la ligne qui se trouve juste en bas de la dernière ligne occupée. Donc, dans ce cas de figure, la dernière ligne occupée ici, c'est celle-ci. Il faudrait que l'information que nous allons enregistrer se place ici, tout simplement. Donc, c'est ce que nous allons faire et nous allons enregistrer toutes les actions qui vont nous permettre de rejouer et d'obtenir ce résultat. Là, il commence à pleuvoir chez moi. Donc, si vous avez du mal à vous saisir, veuillez me faire signe. Donc, nous allons d'abord nous assurer de saisir des informations dans cette cellule. Nom de l'agent, je vais mettre Joseph. La nationalité, je vais mettre la nationalité congolaise. Le sexe et l'âge, 25 ans. Donc, là, voilà, l'information a été placée à droite parce que c'est une information numérique. Nous allons tout simplement la forcer à se plier à gauche, tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous souhaitons faire? Nous souhaitons récupérer ces différentes informations et venir les saisir les unes à la suite des autres dans la base de données. Nous allons pour ce faire venir dans l'onglet développeur, lancer l'enregistreur de macro. Vous arrivez à me suivre jusque-là? Est-ce que la voix est toujours audible? Oui, pour moi, je vous entends très bien. Merci. Oui, moi, ça va très bien, merci. Pardon? Je demande à savoir je vous entends très bien ici. Audible. Oui, vous êtes entendu. Moi, personnellement, je vous entends très bien. Merci. D'accord. Je vous reçois très bien, monsieur. OK. Bon, là, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si vous parlez ou pas, mais là, je ne vous entends plus. Je ne vous reçois plus maintenant. Je ne sais pas si vous parlez ou bien vous avez mis une pause, mais là, je ne vous reçois Un plus. instant. Merci. Un instant, je serai à vous. Un instant, s'il vous plaît. OK, d'accord. OK. Vous me recevez toujours? Je vais me faire le retour si vous me recevez. Oui, nous te recevons. 5 sur 5. OK. Donc, ce que je disais tantôt, que nous allons vouloir récupérer les informations qui ont été saisies dans notre formulaire. Nous allons récupérer les informations qui ont été saisies dans notre formulaire pour les saisir dans notre base de données. Je lance l'enregistrement de macro et je vais enregistrer toutes les actions qui me permettront d'effectuer la tâche. Donc, quand l'enregistrement de macro est lancé,
vous posez les mêmes actions comme si l'enregistrement de macro n'était pas enregistré, mais en faisant les actions que vous souhaitez répéter ultérieurement. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer dans la cellule nom de l'agent. Je copie cette cellule, du moins c'est la valeur de cette cellule. Je viens dans la feuille BD. Où est-ce que je veux placer cette information? Justement là où le curseur est placé, là où la sélection se trouve. Sauf que, comme je vous le disais tantôt, à chaque fois que l'enregistrement de macro sera rejoué, les mêmes actions que nous avons posées lors de son enregistrement seront bêtement rejouées. Or, ici, il va falloir indiquer à Excel de nous trouver la dernière ligne, ou du moins c'est la première ligne vide en dessous de la dernière ligne occupée. Est-ce qu'on se fait comprendre? Nous voulons indiquer à Excel de nous retrouver la première ligne vide juste en dessous de la dernière ligne occupée dans notre colonne qui devra recevoir la donnée. On se fait comprendre. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, c'est clair. Oui, on peut continuer. D'accord. Donc, pour pouvoir réaliser cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord nous placer sur une cellule vraiment basse de la colonne D, puisque la toute première information que nous souhaitons stocker sera stockée dans la cellule D et la ligne qui devra recevoir cette donnée. Donc, nous allons nous placer tout simplement dans une cellule très basse de la colonne D. Donc, je vais me placer ici au niveau des références. Je vais écrire D et je vais mettre une ligne vraiment basse. Donc, je vais mettre par exemple 700 000. 700 000. Et je valide. Là, je viens de me retrouver à la cellule D 700 000. À partir de cette position, je vais remonter vers le haut en faisant un contrôle flèche du haut. Et là, je retombe sur la toute première cellule occupée de cette colonne. Et à ce moment, qu'est-ce que je veux faire? Je ne souhaite pas écraser les anciennes informations qui sont déjà stockées. Je souhaite me placer une ligne plus bas et coller les informations que j'ai précédemment copiées. Mais comment indiquer à Excel de faire cela à chaque fois? C'est-à-dire, à chaque fois, il doit trouver la dernière ligne non occupée. La dernière ligne occupée, autant pour moi, vous m'excusez, la dernière ligne occupée de cette colonne est décalée d'une ligne vers le bas et coller les informations. Puisque là, si je décale tout simplement vers le bas, à chaque fois, ça sera la référence de cette cellule qu'Excel va encore pointer. Donc, D3, il décale d'une cellule vers le bas, D4, et il colle les informations. Donc, ça veut dire que nous allons à chaque fois nous retrouver à écraser la même ligne d'information sans que notre base de données ne puisse être alimentée les unes à la suite des autres. Pour pallier donc à cela, nous allons, avant de nous décaler vers le bas, activer les références relatives. Les références absolues, c'est A5. Ça, c'est une référence absolue. A5, c'est une référence absolue. D3, c'est une référence absolue. Mais quand nous allons activer les références absolues, les références relatives, Excel va commencer à raisonner en termes de décalage, donc de offsets. Si vous connaissez la fonction décalée, c'est un peu le même principe. Donc là, je vais activer tout simplement les références relatives et je vais me décaler d'une ligne vers le bas. Une fois que je me décale d'une ligne vers le bas, je peux coller l'information que j'avais précédemment copiée. Donc, je fais un clic droit et je colle en valeur. Quand je colle en valeur cette information, j'arrête ou je désactive les références relatives. Je reviens sur ma feuille formulaire. Je copie l'information suivante. Il s'agit du sexe. Je copie cette information. Je viens au sein de ma BD. Et là, nous sommes déjà sur la ligne qui doit contenir les informations. Donc, nous n'avons plus besoin de faire la gymnastique que j'avais faite premièrement
pour aller une cellule vers le bas, remonter pour pouvoir trouver la dernière cellule. Là, nous sommes directement sur la ligne qui doit contenir les informations. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de décaler vers la droite. Mais avant de décaler, encore une fois, j'active les références relatives pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées tantôt. Je décale vers la droite et je colle l'information. Je colle la valeur. J'arrête les références relatives, je reviens et je fais la même gymnastique. Et là, je peux décider d'arrêter ma macro puisque techniquement, j'ai déjà enregistré toutes les actions permettant d'alimenter ma base de données. Mais une fois que la base de données a été étoffée, a été alimentée, il ne sert plus à rien d'avoir les mêmes informations ici. Donc, nous allons tout simplement supprimer ces lignes d'information, ces champs de saisie. Donc, je vais sélectionner ces 4 cellules et j'appuie sur la touche Supr pour effacer leur contenu. Et je me replace tout simplement sur la première ou le premier champ de saisie. Et là, j'arrête tout simplement ma macro. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons saisir une nouvelle information. Non, je vais mettre Michael. Le sexe, je vais mettre M. D'accord? La nationalité, je vais mettre ivoirienne. Ivoirienne. Donc, coucou à nos amis de la Côte d'Ivoire qui sont parmi nous. Et comme âge, je mets 27. Là, je reviens au niveau de ma base de données. Nous avons la première ligne d'enregistrement qui est là. OK. Nous allons revenir tout simplement sur notre formulaire. Dans l'onglet développeur, macro, nous allons voir qu'il y a une macro qui a été enregistrée. C'est la seule macro dans ce classeur au fait. Et cette macro s'appelle macro 1. C'est le nom par défaut qui a été généré par l'enregistreur de macro. Nous n'avons pas modifié le nom de cette macro quand nous avons lancé. Donc, tout ce que nous allons faire, nous allons réexécuter cette macro, OK, qui a été enregistrée. Je clique sur exécuter. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Ce formulaire a été vidé. Si je viens au sein de ma base de données, cette ligne vient d'être saisie à la suite de celle qui était précédemment stockée. Si je viens encore une fois saisir une autre information, Mélène, comme sexe, je mets F, nationalité camerounaise, et comme âge, je mets 23 ans. Je lance l'enregistrement de macro, exécuter. Et là, si je me place sur la feuille BD, vous voyez que je viens de stocker encore une fois la nouvelle ligne d'enregistrement à la suite de celle qui était précédemment stockée. Est-ce qu'on suit jusque-là? Oh oui, on suit. Y a-t-il des Oui, c'est inquiétudes clair. par Ça rapport à va. ce qui a été fait? Ça va? Ça va. OK. Si vous avez constaté, quand je lance, à chaque fois que j'exécute la macro que nous avons ensemble enregistrée, il y a un dansement de l'écran. L'écran bouge. Vous l'avez remarqué? L'avez-vous remarqué? Moi, j'ai pas fait Bon, moi, attention. non, non, J'ai non. pas remarqué. OK, d'accord. Donc, nous allons tout simplement faire une autre saisie. Nous allons tout simplement faire une nouvelle saisie. Et là, je demande votre attention. 28. OK. Je lance la fenêtre des macros et j'exécute la macro qui a été enregistrée. Vous constatez que l'écran a bougé.
Oui, effectivement, ça a Oui, bougé. oui. Ça a bougé. Voilà. Donc, comme je vous le disais tantôt, l'enregistreur de macro enregistre toutes les actions que nous posons dès lors qu'elle a été lancée. Donc, quand nous l'avons lancée, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons copié une information ici. Nous sommes revenus dans cette feuille, nous l'avons collée. Nous sommes revenus sur la feuille formulaire, nous avons copié notre information et nous avons fait pour ces 4 champs de saisie. Donc, c'est ce qui a été encore une fois joué. Donc, il sélectionne la feuille BD, il colle, il revient sélectionner la feuille formulaire, il copie, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, cela n'est tout simplement pas professionnel d'avoir un dansement de l'écran à chaque fois que nous sommes en train de saisir nos différentes informations. Pour pouvoir pallier à cela, nous allons donc nous pencher sur ce qu'on appelle de l'optimisation de code. À la base, l'enregistreur de macro nous permet d'enregistrer une série d'actions. C'est ce que nous venons de faire. C'est fonctionnel. L'information est bien enregistrée et elle a été placée l'une à la suite de l'autre. Techniquement, c'est bon. Côté fonctionnel, c'est bon. Mais est-ce que le code qui a été enregistré est optimal? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? C'est là donc qu'intervient l'optimisation de macro. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur macro. Et là, pour pouvoir atterrir dans le VBA, donc dans la suite de commandes, je clique tout simplement sur modifier. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes ces lignes d'information veulent dire quoi? Quand nous avons lancé l'enregistrement de macro, toutes les actions que nous avons posées ont été traduites en langage VBA. C'est ça l'enregistrement de macro. C'est de la programmation, sauf que ce n'est pas vous-même qui êtes en train de saisir des lignes de code. Les actions que vous êtes en train de poser sont traduites automatiquement par Excel en code VBA. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se fait comprendre jusqu'à présent? Oui, on se comprend. D'accord. Oui, Donc, ce que nous allons Oui, c'est faire, clair. OK. Ce que nous souhaitons faire, c'est bloquer le fait que à chaque fois que nous enregistrons une information, que l'écran bouge. Nous souhaitons bloquer cela. Pour pouvoir bloquer cela, nous allons tout simplement nous placer tout en haut de notre macro. Là, en VBA, quand vous voyez des apostrophes derrière une chaîne de caractères ou du moins derrière du test, ce test est considéré tout simplement comme du commentaire et n'est pas pris en compte lors de l'exécution du code. Donc, nous pouvons tout simplement nous passer de cette suite d'informations. OK? Donc, nous allons nous placer tout en haut, juste avant ces lignes de code, donc qui, de façon technique, permettent d'enregistrer les données, comme nous l'avons vu. Nous allons placer une instruction qui s'appelle application, screen updating, que nous allons passer à false, est égal à false. Cela veut dire quoi? Screen updating veut dire mise à jour de l'écran. Donc, en passant la propriété mise à jour de l'écran du logiciel Excel à faux, tous les mouvements de rafraîchissement d'écran ou de décalage d'écran que nous avions eu précédemment seront arrêtés avant que cette macro ne soit exécutée. Donc, pendant l'exécution, ou du moins au cours de l'exécution de cette macro, on n'aura pas un aperçu des différentes modifications, des différents déplacements, des différentes mises à jour de l'écran qui éventuellement auront lieu. C'est ce que cela veut dire. Donc, nous venons de bloquer la mise à jour de l'écran. Et quand on joue avec les événements de niveau application Excel, il va falloir à chaque fois les replacer dans leur état initial une fois que la macro est terminée. Donc, à la fin de notre macro, nous allons replacer cette même ligne de code en modifiant tout simplement le false par true. Donc, on va lui dire quand cette série d'actions que nous avons enregistrées aura été finie d'être exécutée, autant pour moi, remets-nous, réactive la mise à jour de l'écran. C'est ce que ça veut dire. Bloque la mise à jour de l'écran, exécute cette suite d'actions et ensuite réactive la mise à jour de l'écran. Nous allons maintenant nous pencher dans Excel
nous allons encore une fois saisir une information. OK, nous allons rejouer notre macro qui a été précédemment enregistré en appuyant sur exécuter. Est-ce que là, il y a eu un mouvement de l'écran? Avez-vous constaté le même Non, glissement non. que nous avions Non, précédemment? non, ça a été très... Non, non. Voilà, nous avons bloqué ce glissement de l'écran. Mais si nous nous basculons dans la BD, vous allez constater que notre information a bel et bien été enregistrée. Les actions ont été posées, certes, mais nous n'avons pas le même glissement de l'écran que nous avions précédemment. Y a-t-il des questions, des inquiétudes jusqu'à présent? Y a-t-il des zones d'ombre? Allô, je suis à vous. Y a-t-il des zones d'ombre? Pas pour l'instant chez moi, en tout cas. Non. Pas D'accord. pour chez moi aussi. OK. Pour moi. D'accord. Là, nous allons tout simplement poursuivre. Donc, vous voyez que c'est assez simple d'automatiser l'enregistrement des informations dans nos BD. C'est assez simple quand on comprend le principe de l'enregistrement de macro. Vous lancez la macro, vous enregistrez la suite d'actions que vous souhaitez répéter ultérieurement et à la fin, vous arrêtez tout simplement l'enregistrement de macro. Et vous avez la possibilité, à chaque fois que vous le souhaitez, de rejouer cet enregistrement pour que cette suite d'actions que vous aviez précédemment enregistrée puisse être réexécutée. Et cette fois-ci, sans que vous n'ayez à les réexécuter vous-même. Mais vous voyez que c'est un peu fastidieux à chaque fois que nous saisissons de nouvelles informations, de venir dans l'onglet développeur, si nous étions par exemple au niveau de l'onglet accueil, de nous basculer sur l'onglet développeur, cliquer sur macro, choisir la macro en question et l'exécuter. C'est vraiment fastidieux. Nous pouvons tout simplement mettre un bouton sur insérer un bouton sur notre formulaire et affecter à ce bouton l'enregistrement que nous avions effectué. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous placer dans l'onglet insertion. Nous allons choisir une forme quelconque. Je vais prendre cette forme ou tout simplement une forme rectangulaire. Pourquoi pas? Je prends une forme rectangulaire, celle-ci, OK? Et je viens la tracer quelque part ici. OK? Ce que je vais faire, je vais modifier tout simplement. Je vais modifier légèrement la couleur de remplissage. Ça, c'est toujours dans l'esprit de designer l'interface et avoir quelque chose d'assez intéressant visuellement parlant. OK, OK. Comme ceci, est-ce que c'est potable? OK, pourquoi pas. On va tout simplement saisir à l'intérieur de cette forme, enregistrer, donc nous modifier le texte. Enregistrer. OK. Nous allons centrer le texte. Nous allons modifier tout simplement la police. Nous allons prendre du trébuchette, comme nous étions partis du trébuchette. Nous allons réduire la taille. Nous allons prendre du 9 et nous allons mettre au gras. OK, comme ceci. Nous pouvons réduire la largeur. Voilà. Nous pouvons décider aussi également de centrer tout simplement l'information. Et pourquoi pas, si nous voulons, nous pouvons ajouter une icône. Mais bon, nous allons nous arrêter ici pour l'instant. Nous allons tout simplement, pour affecter une macro à une forme, nous cliquons, nous sélectionnons la forme en question, clic droit sur la forme et dans le menu contextuel qui apparaît, vous allez voir quelque part affecter une macro. Et là, toutes les macros qui existent dans ce classeur, dans toutes les procédures qui existent dans ce classeur actif seront affichées. Donc là, je clique sur la macro en question et je valide OK. Donc là, si je ressaisis de nouvelles informations, je vais mettre Daniel. Nationalité, je mets malienne. Sexe,
M, âge 28. Cette fois-ci, je ne vais plus revenir dans l'onglet développeur. Je clique directement sur mon bouton d'enregistrement. Et là, OK. Si je me place sur la BD, voilà, ma donnée vient d'être saisie. Voici donc comment on met en place un formulaire d'édition, un formulaire d'enregistrement de données au sein d'une base de données grâce à l'enregistreur de macro. Maintenant, le code qui a été pondu grâce à l'enregistreur de macro n'est pas un code optimal. C'est un code fonctionnel, mais ce n'est pas un code optimal. Je m'explique. Donc, nous allons atterrir toujours dans VBA. Le temps nécessaire pour pouvoir exécuter un programme en VBA comme dans d'autres langages de programmation est corollaire ou du moins est relative au nombre de lignes de code qui existent. Puisque chaque ligne représente une action à exécuter. Plus il y a de lignes, plus il y a d'actions à exécuter et plus le programme prendra du temps à être exécuté. Sur des programmes de ce genre, ou du moins sur de tout petites automatisations, de tout petites automatisations de ce genre, la différence de temps, ou du moins le temps d'exécution est très négligeable, de l'ordre de quelques millièmes de seconde. Là, on ne se rend pas compte. Mais quand nous allons passer à des traitements beaucoup plus poussés, tels que l'importation de données, leur nettoyage, leur stockage et leur analyse, là, vous allez constater que nous ne pouvons pas enregistrer une série d'actions et l'exécuter telle qu'elle. Ça sera tout simplement indigeste. On ne peut pas. Donc, il va falloir optimiser la macro une fois qu'on se rassure qu'elle est fonctionnelle. On enregistre une macro qui est fonctionnelle et ensuite, on tente de l'optimiser. C'est bon? Vous êtes toujours avec moi? Oui, c'est bon, nous sommes là. OK. On est là. D'accord. Donc, ici, nous allons essayer de décortiquer un tout petit peu ces lignes qui ont été enregistrées. Ne vous en faites pas, ça sera du niveau de tout le monde. Là, ici, on dit quoi? Range i11.select. Range veut dire quoi? Range veut dire cellule ou plage de cellule. C'est ce que ça veut dire. Range, cellule ou plage de cellule. Donc, cellule i11.select. Cela veut dire qu'on sélectionne la cellule i11. Et vous allez constater que si je viens me placer ici, la référence ici, c'est i11. Quand nous avons lancé notre enregistreur de macro, c'est la toute première action que nous avons effectuée. Nous sommes venus sélectionner cette cellule en question. N'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Voilà. Et après avoir sélectionné cette cellule, qu'est-ce que nous avons posé comme action? Quelle action nous avons posée? Nous avons copié les valeurs qui étaient dans cette cellule pour aller coller dans Tout l'autre. à fait. Tout à fait. Donc, si je me bascule ici, donc vous voyez que ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné. Et ensuite, on copie la sélection. Donc, on a sélectionné la cellule I11. Ensuite, on a copié la sélection qui a été faite. Donc, vous voyez que tout ce que nous avons posé comme action a été parfaitement traduit en VBA pour pouvoir donner finalement le résultat escompté, le résultat que nous désirons. En Excel, on ne peut pas copier une cellule sans pour autant la sélectionner. Par contre, en VBA, on peut copier une cellule sans pour autant la sélectionner. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que je me fais comprendre? Non, là, c'est pas bien clair pour moi. Je n'ai pas compris. OK. En Excel, si on veut copier la cellule K, c'est cette cellule par exemple, d'accord? La cellule K11, je me trouve par exemple sur cette cellule. Si je souhaite copier ce contenu, comment je vais faire? Je dois préalablement sélectionner la cellule en question avant de pouvoir faire un CTRL-C ou bien un clic droit et copie pour pouvoir copier cette cellule, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Par contre, en VBA, nous n'avons pas besoin
préalablement de sélectionner une cellule avant de la copier. Nous pouvons la copier directement. Mais la première Donc, phrase, la range i.select, c'est pas oui. une sélection. Si, c'est une sélection, en fait. C'est une sélection. C'est ce que je vous expliquais tantôt que quand nous lançons l'enregistreur de macro, Ah, tout ce que nous posons comme action est bêtement, comment on dit ça? Est bêtement transcrit en code VBA. oui, là, j'ai saisi la nuance. Merci. C'est plus Voilà, clair. voilà. Donc, ce que je disais tantôt, Merci c'est beaucoup. qu'en VBA, en Excel, on ne peut pas copier une cellule sans la sélectionner précédemment, mais en VBA, on peut le faire. Donc, ici, au lieu de sélectionner d'abord la cellule I11, nous allons directement la copier. OK? Donc, si je mets un point, le point nous permet de passer d'un objet à ses propriétés ou à ses méthodes. Là, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques pour qu'on ne se perde. Retenez tout simplement que quand on applique un point, on passe à un ensemble de propriétés ou méthodes, tout simplement. Si je vais faire une légère allusion avec l'objet Excel et les objets de la vie réelle. On a une porte, par exemple. Elle est fermée, d'accord? Si on souhaite entrer dans la chambre, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la Si on porte. souhaite, très bien, on va ouvrir la porte. Donc, l'allusion avec le VBA, c'est qu'on va appliquer une méthode sur cette porte. La méthode ouvrir sur l'objet porte. Donc, si on devait retranscrire cela en VBA, on allait écrire porte, on met point et on met ouvrir. Est-ce que vous arrivez à faire le rapprochement entre les objets de la vie réelle et ce qui se passe en programmation VBA? Oui, pour Oui, moi, ça oui, passe. c'est clair. Donc, si on souhaite entrer dans une chambre dont la porte est fermée, il va falloir appliquer sur la porte la méthode ouvrir pour pouvoir l'ouvrir. Et si on souhaite la refermer, il va falloir appliquer sur l'objet porte la méthode fermer, tout simplement. Donc, c'est ce que nous allons faire. Sur l'objet cellule I11, nous allons appliquer la méthode copie. Donc, nous allons copier ce qui est à l'intérieur de cette cellule. Donc là, j'écris directement range i11.copy. Donc, de ce fait, je n'ai plus besoin de cette ligne de code. Puisque je n'ai pas précédemment sélectionné une cellule, je l'ai directement copiée. Donc, cette ligne de code ne me sert plus à rien. Je peux la supprimer tout simplement. Je viens de réduire mon code. Ensuite, après avoir copié la cellule I11, nous avons sélectionné la cellule BD. D'accord? OK. Nous sommes allés à la cellule C 700 000, R 700 000, C4. Pas C 700 000, D 700 000, autant pour moi. Quand nous sommes venus dans la base de données BD, nous sommes allés plutôt au niveau de la cellule D 700 000, si vous vous rappelez. J'ai mis ici D 700 000, ce qui nous a fait atterrir à la cellule D 700 000. Vous vous rappelez, j'espère. Oui. On s'en souvient. Voilà, c'est ce qui a été traduit par application go to référence. Voilà, donc Excel a basculé la sélection de la cellule active vers cette cellule. Ici, R, c'est pour dire row, ligne. Donc, la ligne 700 000 et la colonne 4. Colonne 4 qui représente la colonne D. Et à partir de la cellule qui a été sélectionnée grâce à cette ligne de code, on a fait quoi? On a fait contrôle flèche du haut, ce qui est traduit par selection and Excel up. Donc, à partir de la sélection active, remonte vers le haut. And Excel up. Donc, le contrôle flèche haut que j'ai effectué a été traduit par selection and Excel up.select. Et une fois que nous avons fait cela, donc si je reviens ici, j'étais là, j'ai fait D 700 000, D 700 000, 1, 2, 3. Voilà, et j'ai fait contrôle flèche du haut. Et là, j'atterris
sur la dernière cellule occupée au sein de cette colonne. Et à partir de cette cellule occupée, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décalé d'une cellule vers le bas, ou du moins d'une ligne vers le bas, n'est-ce pas? Ici, vous allez voir Oui. active cell, point offset 1, 0. 1, c'est pour dire décalage d'une ligne. 0, décalage de 0 colonne, puisque nous sommes restés sur la même colonne. Donc, à partir de la dernière cellule qui a été trouvée grâce à cette ligne de code, nous avons décalé d'une ligne vers le bas. Ici, Excel a enregistré active cell, point offset, une ligne, 0 colonne, point range à 1. Or, nous pouvons nous passer de range à 1. Comment nous pouvons nous passer de range à 1? Puisque si nous nous plaçons, nous nous trouvons dans cette cellule et que nous décalons d'une ligne vers le bas, nous nous trouvons d'office dans cette cellule. Donc, nous n'avons plus besoin de préciser que nous devons nous trouver sur cette cellule encore une fois. A1 veut dire quoi? 1, 1. Là, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. A1, c'est pour spécifier que quand nous avons décalé d'une ligne vers le bas, nous nous sommes encore une fois posés sur la cellule de coordonnées 1, 1. A est traduit par 1, puisque A, c'est la première colonne. 1, c'est la première ligne. Donc, quand nous nous sommes décalés de cette cellule que nous avions trouvée, nous nous sommes placés sur la cellule 1, 1. Donc, à partir de cette cellule, la cellule 1, 1, c'est la même cellule. Donc, nous pouvons tout simplement nous passer de cette suite d'informations qui ne nous sert à rien. Donc, je peux l'effacer tout simplement et garder tout simplement le point select. Donc, une fois que je décale d'une ligne, je sélectionne directement la cellule. Est-ce qu'on suit? Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des inquiétudes? Oh, c'est bien clair, c'est clair. D'accord. Oui, moi, Et là, nous avons... j'ai une petite OK. à Oui, poser. je suis à vous. C'est au début, on a mis range 1, 1 et puis on a mis copie. Comment Excel fait pour savoir Ici. que on est plus, c'est-à-dire si on se retrouve avec plusieurs feuilles, par exemple, oui, je dirais plusieurs feuilles, comment Excel fait pour Oui. savoir que la cellule 1, 1 qui doit copier est la cellule 1, 1 par exemple, A1 par exemple, de telle feuille exactement? C'est un D'accord. peu Donc, ce vous qui parlez de cette ligne. Vous parlez de cette ligne, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. C'est une très belle question. Donc, quand nous avons lancé l'enregistrement de macro, qu'est-ce qui se passe? Quand nous lançons l'enregistrement de macro, Excel considère la feuille sur laquelle nous nous plaçons. Mais c'est une très belle question en ce sens que si nous nous trouvons sur la feuille BD et que nous lançons cette macro, on va le faire. Donc, précédemment, je vais venir tout simplement annuler. Annuler, je vais venir renseigner des informations au sein de notre formulaire de saisie. Je vais mettre vraiment du n'importe quoi. Je mets du n'importe quoi, juste pour un texte. Cette fois-ci, je ne vais pas cliquer directement sur ce bouton. Je viens me placer sur une autre feuille que la feuille formulaire et je lance. Je vais lancer tout simplement quoi? Voilà, je lance la macro en question. La macro 1. Je l'exécute. Exécuter. On va attendre que l'exécution de notre macro se fasse. OK? Là, il nous renvoie sur cette feuille. OK. Nous allons revenir sur la feuille BD. Et qu'est-ce que vous allez constater? Les informations ont été saisies à partir de la colonne E, F et G. Par contre, la cellule D n'a pas été enregistrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons lancé le code, c'est la range I11 de la feuille active qui a été copiée et qui a été collée ici. Or, si nous cherchons la range I11 de cette cellule, de cette feuille, autant pour moi, nous allons constater qu'elle se place ici et elle est vide. Donc, naturellement, tout ce qui va se placer ici sera du vide. Donc, c'est une très belle question que vous avez posée, autant pour moi. Ici, Excel a enregistré tout simplement de façon relative. Nous, dans l'optimisation, nous devons faire ceci. D'accord? Nous pouvons copier ceci. Nous allons placer ça derrière. CTRL V. Nous allons mettre tout simplement le nom de la feuille qui doit être considérée. Donc, dans notre cas de figure, ça sera la feuille formulaire. CTRL C. Je viens me placer là et je modifie tout simplement le nom de la feuille. Et là, je vais reprendre le même exercice. Je me pose là.
je vais saisir des données. Je saisis des données. OK. Et là, je vais tout simplement supprimer ce qu'on avait ici. Je supprime ça. Je réexécute ma macro. Cette fois-ci, vous constatez que les informations ont été bel et bien rapatriées, même quand j'étais sur une feuille différente de la feuille formulaire. Donc, si ici, ça marchait tout simplement, c'était parce que à chaque fois que nous lancions la macro, nous nous trouvions sur la même feuille qui contient la valeur. Est-ce que vous avez trouvé satisfaction à votre question? Oui, excellent, excellent, c'est super même. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, je vous en prie. Donc, c'est toujours de l'optimisation. On aurait dû rajouter sheets formulaire donc pour préciser à Excel dans quelle feuille il doit copier cette information. Donc, nous étions quelque part ici. Donc, après avoir activé la cellule qui doit contenir la nouvelle information, on colle tout simplement cette information. Donc, selection.p spécial Excel paste value. Donc, nous avons fait un collage spécial par valeur. Donc, ce qui a été traduit par cette ligne de code. Ici, ça a étendu la ligne sur deux lignes. Nous pouvons tout simplement supprimer cet underscore et laisser les informations telles quelles, donc les placer sur une seule ligne. Pour pouvoir placer des informations sur deux lignes, il suffit tout simplement de mettre une underscore, donc tout simplement quelque chose comme ceci, et de placer la suite de l'information sur une nouvelle ligne. Si on souhaite disperser des lignes de code, mais c'est pas ce que moi je souhaite, donc je vais replacer ça sur une seule ligne. Après avoir collé la première information, on est revenu sélectionner la feuille formulaire. On a sélectionné la cellule I16, la cellule I16. I16, c'est quelque part ici, voilà, I16. On l'a sélectionné, on l'a copié et voilà, on a fait le même tralala. Donc ici, au lieu de sélectionner, je vais directement copier. OK? Je copie. Point copie. Ici, on a une autre ligne de code. Application cut copy mode est égal à false. Cut copy mode est égal à false veut dire quoi? Quand je fais, par exemple, ici, CTRL C, d'accord? Vous voyez qu'il y a une espèce de, comment j'appellerais cela? Une espèce de sélection qui bouge, qui est faite sur la cellule en question. Donc, si je clique sur la touche échappe pour arrêter cela, cela sera traduit en VBA comme application cut copy mode est égal à false. Donc, désélectionne la cellule ou la plage de cellule qui avait été précédemment copiée. C'est ce que cette ligne de code veut dire. Allô, vous êtes toujours là? J'ai eu un appel entrant, donc ce qui a arrêté ma connexion. Oui, oui, nous sommes toujours là.
D'accord. Donc, nous étions toujours dans la démarche d'optimisation de la macro que nous avions précédemment enregistrée. Donc, nous pouvons tout simplement nous passer de cette ligne de code. Nous allons nous passer de cette ligne de code. Ici aussi, nous pouvons nous passer de cette ligne de code. Et nous allons répéter cela avec le reste. D'accord? Nous allons répéter cela avec la suite des actions qui ont été enregistrées. Toujours dans l'optique de réduire au maximum les actions qui seront posées lors de l'exécution de notre macro. Mais quand nous allons réduire ce programme au maximum, nous aurons toujours quelque chose d'assez long à exécuter. Or, nous avons d'autres possibilités d'effectuer ce travail que nous avons effectué grâce à l'enregistrement de macro un peu plus, comment on dirait cela, un peu plus facilement, d'accord, sans se compliquer la tâche, sans se compliquer la vie, avec toute cette procédure de sélection, de copie, de sélection, de collage, de copie, de sélection, de collage, de copie, de sélection, de collage, qui n'en finit même plus. Allô? Oui, Ah, oui, oui, allô? ok, d'accord. D'accord. Donc, ce que nous allons faire, c'est que vous avez déjà vu comment on peut optimiser un code. Là, j'ai modifié les sélections et j'ai copié directement les cellules. Vous avez vu que quand je lance la macro, le même résultat que nous souhaitons obtenir, nous l'obtenons. Maintenant, nous allons passer tout simplement un cran plus loin en voyant une autre méthode beaucoup plus optimale et qui réduit drastiquement les lignes de code à exécuter. Allô? Allô? OK, je suis à vous. Donc, je disais tantôt que nous allons optimiser au maximum la suite, ou du moins la même macro que nous avons enregistrée et qui nous a permis de saisir, de stocker nos informations dans notre base de données. Nous allons l'optimiser au maximum grâce à une nouvelle technique. Et pour pouvoir le faire, je vais tout simplement créer une nouvelle procédure, mais je ne vais pas le faire, je vais laisser Andy, d'accord? Il est des nôtres. Andy prendre le relais et meubler la suite de la soirée. Ce sera très intéressant. Donc, je vais enregistrer tout simplement ce classeur. OK, d'accord. Là, il y aura un problème puisque ce classeur à la base est enregistré en fichier XLSX, en format XLSX. Or, un classeur contenant des macros, là, qu'est-ce qu'il y a avec cette fenêtre qui ne veut pas s'afficher? OK. Un classeur qui est enregistré avec des macros ne peut pas être stocké au format XLSX. Il va falloir modifier le type de fichier. Donc, je vais modifier tout simplement le type de fichier et je vais l'enregistrer au format XLSM ou XLSB. C'est relatif, tout dépend de ce que vous voulez. XLSM ou XLSB, les deux prennent en charge les macros. Donc, moi, je préfère XLSM. Je clique OK et je valide tout simplement. OK, là, vous voyez, je viens d'obtenir un nouveau fichier Web002 XLSM. Donc là, je peux l'ouvrir. Et quand on ouvre un fichier XLSM, au tout premier lancement, on est obligé d'activer les macros, tout simplement, pour le bon fonctionnement. Donc, je vais tout simplement fermer. Ce que je vais faire, je vais glisser ce fichier dans notre espace de travail. Comme nous l'avions dit précédemment, nous avons créé un canal, OK, auquel vous aurez accès. Nous sommes toujours en train de travailler pour que vous puissiez avoir tous accès à ce canal et exploiter de façon optimale toutes les ressources qui seront
stockées à l'intérieur du dit canal. OK. OK. Donc, si on dit est toujours là, je vais le laisser prendre le relais pour qu'il continue. Allô, on dit. Allô? Oui, allô, on dit. Voilà. Allô, vous me recevez? Ouais, moi, je te reçois. Oui, je te reçois. OK. Moi aussi, je vous 5, reçois 6, très bien. OK, super, 5, merci. 5. Donc, je vais reprendre le relais et nous allons continuer, ce que Greg a si bien commencé. Donc, déjà, je vais lancer le fichier, qu'il a mis sur le Teams et à partir de là, nous allons poursuivre la suite de la séance. Donc, accordez-moi un instant, s'il vous plaît. Tu n'as pas activé ton partage d'écran. Déposer le fichier au niveau à compta général, n'est-ce pas? Ouais, général, c'est ça. Bon. Tu vois le dossier à compta, le tout premier dossier, au fait. À compta, à Oui. compta. Voilà, celui qui contient les images, c'est là que je l'ai laissé. OK. Web Ouais, 002. Web 002, c'est ça. D'accord. OK, c'est bon, vous avez accès à mon écran? Oui, nous avons accès. OK, d'accord. Donc, je vais récupérer rapidement le fichier. Je suis en train d'avoir un petit souci au niveau de la synchronisation de mes fichiers là, ce qui fait que je n'arrive pas à accéder au document que Greg m'a envoyé. Dépose ça simplement par WhatsApp, je vais le récupérer rapidement. Allô? Oui, je te laisse ça dans ton Telegram. Je te laisse ça dans ton Telegram. OK. Donc, un instant, je coupe ma connexion pour pouvoir aller acheter, pour pouvoir télécharger ça. En attendant que le fichier soit déposé, est-ce que jusque-là, ce qui a été vu ce soir est compris? Bon, pour moi, oui, Ah, ça a été Oui, moi, à compris, mon c'était niveau, clair, limpide. OK, OK, d'accord. Greg, c'est bon? Un instant. XLSM, OK. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tu l'as. OK, c'est bon, ça marche. OK.
Ok, c'est bon. Désolé pour le désagrément, hein. Ok. Petite parenthèse. Vous devez avoir remarqué que lorsque j'ai lancé le fichier, euh, les macros m'ont notifié un risque de sécurité. Comme quoi Microsoft a bloqué l'exécution des macros car la source du fichier n'est pas approuvée. Généralement, c'est quelque chose qui se passe lorsque vous téléchargez des fichiers qui contiennent des macros à partir du web. Donc, ce qu'il faut faire, c'est approuver en fait l'emplacement du fichier. OK? Jusque-là, vous me suivez? Oui, on vous suit. Donc, Oui, Oui, on vous suit. pour ce faire, vous allez dans les propriétés. Donc, vous faites un clic droit, vous allez dans propriétés, propriétés, et vous venez, vous allez voir, il y a ici une petite encoche où on notifie sécurité. Le fichier provient d'un autre ordinateur et peut éventuellement être bloqué pour protéger cet ordinateur. Donc, vous cliquez sur débloquer et vous cliquez sur appliquer, puis sur OK. Cette opération-là permet d'approuver en fait le fichier comme étant un fichier sûr que vous pouvez éventuellement exploiter sur votre ordinateur. Parce que les macros de base sont des outils de programmation, certes, pour automatiser des tâches, mais on peut aussi programmer des macros sous forme de virus. Donc, c'est à cet effet que Microsoft a mis cette sécurité-là pour éviter que l'on ne télécharge des virus et qu'on les exécute sur votre ordinateur. C'était une petite parenthèse, mais je souhaitais que ce soit connu. C'est toujours utile. Donc, bon, là, j'accède à l'éditeur VBA. Et ici, là, on va passer vraiment à un cran. Là, ça va devenir un poil plus technique. Alors, je vous invite à beaucoup de concentration parce que là, nous allons devoir coder par nous-mêmes, par nos propres moyens. C'est bon? On est prêt? On peut commencer? Oui, allons-y, on peut y aller. OK, super. J'ai du mal à voir votre écran. Je ne sais pas si vous partagez votre écran, mais j'ai du mal à voir l'écran. Je ne sais pas si c'est à mon niveau seulement. Vous avez tous accès à mon écran? Bon, moi, j'ai accès à l'écran. Bon. À moins que moi, je j'ai me trompe, accès. présentement, c'est une ligne qui s'affiche. Bon, je vais arrêter et relancer le partage rapidement alors. Oui. C'est bon maintenant? Vous avez accès à mon écran? Oui, ici. Oh, oui, bon. OK. Oui, oui. Super. Donc là, je viens de diviser mon écran en deux. Je viens de diviser mon écran en deux pour avoir rapidement, pour avoir un coup d'œil, pour pouvoir jeter un coup d'œil sur l'espace, l'interface utilisateur et en même temps avoir un œil sur l'éditeur VBE en question. Donc, la première chose que je vais devoir faire ici, avant de commencer, pour alléger au maximum le code, c'est d'abord de déclarer certaines variables, notamment une variable feuille, okay, une variable f qui va faire office de worksheet, qui n'est rien d'autre qu'une feuille de calcul. Donc, dim f. Pour déclarer des variables, on utilise le mot-clé dim. Dim, c'est un mot-clé qui permet en VBA de déclarer des variables. Donc, je vais faire dim f as worksheet. Donc, worksheet pour notifier que j'ai devant moi une feuille. Dim f as worksheet. Une fois que j'ai notifié la variable f, je vais déclarer une autre variable que je vais nommer LR, qui n'est rien d'autre que une variable LR ou derling, hein, qui n'est rien d'autre qu'une variable qui va me permettre de déterminer la dernière ligne non vide de ma feuille de calcul.
En effet, quel est l'objectif de ce que je veux faire ici? Au lieu d'avoir à copier, coller à chaque fois les informations, l'idée ici, dans ce cas de figure, c'est de transférer directement le contenu du formulaire vers un emplacement dédié, vers un emplacement spécifique. Mais pour déterminer cet emplacement spécifique, il va falloir connaître de façon précise à quelle position finit l'ensemble des enregistrements du classeur, de la feuille de calcul BD, base de données. Et une fois que je détermine avec exactitude l'emplacement final, c'est-à-dire l'ensemble des informations enregistrées, la ligne sur laquelle la dernière information est positionnée, je vais devoir donc décaler d'une ligne pour passer à la prochaine ligne non vide de ma base de données, et c'est elle qui va servir maintenant de cellule de référence pour récupérer les informations issues du formulaire. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des points d'ombre? Allô? Allô? Bon, il n'y a pas de point d'ombre pour moi, ça va? C'est compris pour tout le monde? Oui, ça va, on peut continuer. C'est bon, ça va. OK. On Donc, peut y aller. je vais déclarer donc LR, ou vous pouvez donner n'importe quel nom à cette variable. L'idée, c'est simplement de pouvoir vous retrouver. Certains mettent der ligne pour notifier dernière ligne. Nous mettons simplement LR pour dire last row, dernière ligne. Donc, c'est plus simple à garder. Donc, LR as integer. On va pour le moment pas s'attarder sur le type de variable. On va garder cela simplement integer, mais au cours de prochains webinaires sur VBA, on pourra vous expliquer en détail pourquoi on utilise integer ou long, etc., etc. Donc, une fois que vous déclarez une variable étant worksheet, vous devez l'instancier. Et donc, pour instancier une variable worksheet, une variable objet, ça peut être une feuille, ça peut être un classeur, ou ça peut être tout simplement une cellule ou une plage de cellules, on utilise le mot-clé set. Donc, on va dire set F égale sheet, set F égale sheet BD. Set F égale sheet BD. Donc, ça fait la première variable objet que nous venons d'instancier. Petite chose, petite information que vous devez garder, c'est que dès lors que vous instanciez une variable dite objet, vous devez la détruire en fin de procédure. Parce qu'une variable objet consomme en fait ce qu'on appelle de l'allocation mémoire. Donc, dès que vous déclarez une variable objet, vous devez absolument la détruire en fin de procédure pour éviter qu'elle ne consomme beaucoup d'espace mémoire dans votre programme et finalement qu'elle ralentisse en fait l'exécution de la macro ou des macros quand il y en a énormément. Donc, on va faire set F égale sheet BD et on descend maintenant totalement en fin de procédure et on mettra set F égale nothing. Et donc, en notifiant set F égale nothing, c'est la procédure, c'est la ligne de code qui permet tout simplement de détruire une variable objet. OK? Jusque-là, c'est compris? Oui, ça va, ça va. OK. Nous avons dans notre classeur deux feuilles. Pour alléger davantage le code, OK, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer une deuxième variable WS comme étant encore une worksheet. Ça va nous permettre de supprimer tout ce qui est sheet formulaire, sheet BD, et donc de venir à quelque chose d'extrêmement léger, de très très court comme code qui va permettre quand même d'avoir le même résultat. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir
nous positionner juste ici, OK, entre LR et integer, entre LR et worksheet, et notifier WS as worksheet aussi. Et mettre notre virgule. Et donc, ça fait, nous avons dans notre procédure deux feuilles, OK, déclarées comme étant des variables, comme étant des objets. Donc, on viendra mettre ici 2.7f 7ws égale sheet formulaire. L'objectif de cette déclaration de variable, c'est quoi? C'est de pouvoir techniquement remplacer en fait les variables, remplacer les noms des feuilles par les variables que nous avons déclarées pour alléger au maximum le code qui est écrit. Donc, au lieu d'avoir un code qui soit très long, au lieu de réécrire à chaque fois que nous écrivons, que nous voulons sélectionner une feuille, au lieu d'écrire l'entièreté du nom de la feuille, on viendra simplement utiliser la variable qui lui est affectée pour l'appeler. Donc, c'est ce qu'on appelle une attribution de propriété. Donc, ici, dès que nous avons sheet formulaire, nous savons que sheet formulaire, en fait, correspond à WS. Donc, nous allons venir remplacer sheet formulaire par WS. Et donc, on va procéder, en fait, à cela dans tout le classeur, dans toute la procédure. Donc, pour faire ça, je peux venir copier ceci, CTRL-C. Je vais sélectionner toute la procédure jusqu'ici et je vais faire CTRL-H et donc venir modifier sheet formulaire par WS et sélectionner et m'assurer que ici j'ai texte sélectionné et faire remplacer tout. Et donc là, tout ce qui était sheet formulaire a été remplacé aujourd'hui par WS. C'est bon? Allô? Oui, oui, c'est bon. Oui, allô, oui. Jusque-là, ça Il y a suit. une main. On dit il y a une main levée. Un instant, je vais voir ça rapidement. C'est Oui, monsieur Ariel. je pense. Monsieur Ariel. En fait, j'ai une préoccupation. J'aimerais savoir si l'écriture dans VBA est case sensitive, c'est-à-dire WS là, est-ce que ce sera pareil si je l'écris en majuscule ou en minuscule? Est-ce qu'il va lire ça de la même façon? Oui, de base, c'est comme ça que ça va se passer. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Je vous montre rapidement. Dès lors que vous allez écrire, par exemple, j'écris ici WS majuscule, le W en majuscule et le S en minuscule. Si je viens ici et que je mets WS.range E5, par exemple, OK, là, tout est en minuscule. Dès que je vais passer dès que je vais passer à une autre ligne de code, automatiquement, ça va se remettre dans le bon format. Quand vous déclarez correctement vos variables. Uniquement quand vous déclarez correctement vos variables. Ah, d'accord, OK. Merci beaucoup. Donc, c'est une bonne pratique qu'il faut avoir. Très, très important de bien déclarer ces variables. Donc, dans le groupe, un lien sera... Allô? Oui, allô? Ouais, je disais, un lien vers un de nos précédents posts LinkedIn qui parle de la déclaration des variables sera mis dans le groupe pour que si vous avez des inquiétudes par rapport à ce sujet, vous puissiez vous ressourcer. OK, super. Bien, donc, là, ici, j'ai ws.range i11.copy. Une fois que j'ai déjà modifié la sheet formulaire, je peux faire pareil pour sheet BD. Vu qu'on n'aura plus à appeler sheet BD, je vais remplacer donc tout ce qui est sheet BD par F, tout simplement. Donc, je vais copier ceci, refaire la même opération et je fais CTRL-H.
je viens mettre F et je fais remplacer tout. Et donc, au lieu d'avoir sheet bd.select, je me retrouve avec f.select, ce qui est beaucoup plus digeste. D'accord? Maintenant, une fois ceci fait, qu'est-ce que je vais devoir faire par la suite? L'objectif, c'est quoi? C'est simplement de faire, en fait, techniquement, de faire une attribution de valeur. On sait qu'on est, par exemple, en D11. L'idée, c'est de faire est égal à I11, par exemple, à formulaire I11 et de transférer simplement les informations. Mais on ne va pas utiliser les formules d'Excel pour le faire. On va directement utiliser le programme VBA pour transférer les valeurs. Et qu'est-ce que nous allons faire là? Nous allons, au lieu de copier et d'aller sélectionner un autre élément, puis de coller l'information, on va directement affecter la valeur de la double, c'est-à-dire de la range I, de la feuille WS directement à la feuille F, dans la feuille F, mais à une position qui pour le moment nous est inconnue. Donc pour déterminer la position, nous devons utiliser l'information qui est contenue dans LR. Et LR, en fait, c'est ce qu'on appelle, ce que nous appelons, nous ici, une ligne de code magique. C'est-à-dire que cette fonction-là, c'est un peu comme une expression consacrée. Vous devez la garder et simplement l'adapter. Donc, on va faire LR égale F.range. OK? On va venir sélectionner la colonne, la première colonne, dans ce cas de figure hein, spécifiquement, la première colonne de notre base de données et c'est la colonne D. Donc, .range D, OK? Qu'on va concaténer avec le script rows.count. OK? .end inclup .row. Bon, je vous explique en fait ce que cette ligne de code est censée faire. Cette ligne de code va faire quoi? Dans le fichier Excel, OK, dans la feuille BD plutôt, cette ligne va venir se positionner sur la colonne D. OK? Et va switcher et se positionner totalement à la fin de la colonne D en faisant contrôle flèche directionnelle vers le bas pour récupérer la dernière ligne de la colonne D. Et ensuite, va faire contrôle flèche directionnelle vers le haut pour venir sélectionner maintenant la dernière ligne non vide de notre colonne. Donc, il va récupérer en fait à partir de là maintenant, rows.count.nxlup.row va récupérer en fait la dernière ligne non vide de notre classeur, ok, de notre colonne et va venir la concaténer maintenant avec l'information qui se retrouve dans la colonne D. Donc, quand on met range D5 par exemple, ça ne veut rien d'autre dire que colonne D, cellule 5. Donc, il va venir techniquement se positionner ici, D5. OK? Et comme dans notre position, dans notre cas de figure, nous nous retrouvons en 10, d'accord? Il va venir récupérer 10. Donc, cette ligne de code-là va récupérer 10 et va concaténer 10 maintenant avec la colonne D que nous avons sélectionnée comme colonne de référence. Comme colonne de référence et il va nous donner maintenant 10 en question. D'accord? Et donc, c'est ce que nous avons ici. LR égale f.range d et rows.count.nxlup.row. Donc, si jamais nous faisons, je vais faire CTRL-G et je vais faire edit sub ici et faire par exemple un petit debug print. Debug print, c'est une ligne de code qui permet de tester rapidement un élément. Si je fais debug print LR, normalement, je devrais avoir 10. Vous voyez? Allô? Oui, je vois ici. Est-ce que jusque-là, ça suit? J'espère que ce n'est pas encore trop dur. Allô?
Allô? Bon, je suis perdu un peu, mais bon, j'espère que Parce je que vais là, me ça commence rattraper à quand je vais devenir de plus regarder. en plus technique. Oui, ça, je le constate. Je suis un peu perdu de façon là. Bien, Je je me retrouve pas réexplique trop maintenant. rapidement. Je réexplique rapidement. Au lieu d'utiliser, de venir sélectionner les éléments les uns à la suite des autres, OK, et de faire des équivalences, qu'est-ce que nous faisons? Nous déterminons la dernière ligne non vide de la colonne D, sachant que nous aurons toujours le nom d'un agent, le sexe, une nationalité et un âge. Ces 4 informations seront toujours remplies. Donc, on utilise la colonne D comme étant la colonne de référence de notre calcul. Et donc, on a utilisé LR, en fait, pour venir sélectionner techniquement, pour venir vérifier, en fait, quelle est la dernière ligne qui comporte des données dans la colonne D. Sachant que nous connaissons maintenant la dernière ligne qui comporte des données, on va y ajouter maintenant plus 1 pour passer à la ligne suivante. Et c'est cette ligne-là maintenant qui va récupérer en fait les informations issues de notre classeur, de notre formulaire. Est-ce que vous comprenez la logique derrière maintenant? Allô? Okay, c'est bon, ça peut aller. C'est bon, vous comprenez la logique. C'est une question de logique, quoi. C'est juste un jeu. Comme on ne veut pas faire du copier-coller, on veut directement récupérer une information et la transférer à un emplacement spécifique. Mais de base, nous ne connaissons pas quel est le nombre d'informations qui a déjà été enregistré dans notre base de données. Donc, on utilise la fonction LR, la variable LR, pour déterminer la dernière ligne non vide de la colonne D. Et à partir de là, maintenant, on ajoute plus 1 pour passer à la prochaine ligne vide. Et c'est sur la prochaine ligne vide maintenant que nous allons transférer des informations. OK? Donc, je vais continuer. À partir de là, ça devient beaucoup plus simple. À partir de là, ça devient beaucoup plus simple. On va faire alors w.range i11. Donc, on se retrouve ici. W.range i11. Au lieu de faire maintenant point copy, on va directement dire, ici, on va directement dire quoi? F.range, OK? F.range D et LR. Parce que LR, en fait, nous donne toujours un nombre. Donc, lorsque nous allons dire D concaténaire LR, donc on veut dire simplement D10. Donc, cellule D10. Donc, on va dire F.range D et LR est égal à WS.range I11. On peut supprimer donc à partir de là tout ce qu'il y a ici. Ce n'est plus utile. Tout ceci n'est plus utile. Et on passe à la prochaine ligne. La prochaine ligne veut quoi? Au lieu de copier tout ceci, il suffit simplement de sélectionner ceci, donc de faire CTRL-C. Je viens là, CTRL-V. Au lieu de prendre D, là maintenant je me décale parce que là je veux prendre maintenant le sexe. Donc je me positionne en E. Donc ça va faire maintenant E10. E10 va être égal à WS.range I16. Je supprime point copy parce que ce n'est plus utile pour nous. Et je peux supprimer donc à partir de là tout ce qui se retrouve ici. Tout ce qui se trouve, je peux même supprimer tout ce qui est en bas hein, parce que là, on va devoir faire ça par nous-mêmes. Donc je supprime tout ça. Je n'ai plus qu'à copier ceci, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et au lieu d'avoir E, j'ai F. Et ici maintenant, au lieu d'avoir I16, j'ai maintenant L11 pour la nationalité et L16 pour l'âge. Donc, ici, L11 pour la nationalité et L16 pour l'âge. Et donc,
je pense que j'ai fini. Petite chose, il faut que j'efface, que je détruise la variable WS. OK? Cette WS égale nothing, vu que c'est une variable objet aussi. Et donc, on vient donc de raccourcir notre code qui faisait plusieurs lignes, à ces quelques petites lignes. Encore qu'à partir de là, les screen updating ne sont plus forcément très, très importants. On peut aussi les supprimer. Donc, on va tester tout ceci et on va voir comment ça fonctionne. Donc là, je vais mettre nom de l'agent, Monsieur Yves Gando, nous, sexe masculin, nationalité béninois et âge 35 ans, si je valide. Vous voyez avec moi? Oui, oui, ça marche. Ça marche parfaitement. Donc, entre autres choses, voilà, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de sélectionner, j'ai oublié de supprimer certains éléments. Donc, je vais revenir rajouter ces lignes de code-là. J'ai oublié de supprimer ça. OK. Donc, je peux venir dire maintenant ws.range I14, non, I11, I16, L11 et L16 .clear content. OK. Donc ici, au lieu d'avoir Monsieur Gandonou, j'aurai ici Monsieur Laurent. OK. Sexe masculin, ivoirien. Âge 40 ans. Et tout est transféré convenablement. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Donc, voilà le code que nous avons obtenu finalement. On a quitté les quelques trentaines, voire quarantaines de lignes pour nous retrouver à quelque chose de beaucoup plus restreint qui s'effectue en maximum quelques quatre lignes principalement. Quelques 4 lignes principalement et bon, quelques lignes supplémentaires pour meubler tout ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, si vous avez des questions, on est là pour vous donner plus d'éclaircissements et avoir les avis par rapport à ce que nous venons de faire aujourd'hui. Allô? Oui, Ariel? Ma préoccupation, c'est au niveau de l'avant-dernière ligne du code. Je vois qu'on a ramené, on va dire, F et W. Bon, on a ramené L, R et WS à nothing. En fait, quelle est l'incidence dans la réalité? Est-ce que ça ramène tout à zéro ou bien? Oui. À quoi sert cette ligne de code? OK. En fait, lorsque nous avons voulu factoriser, parce que techniquement, c'est une factorisation. Au lieu d'utiliser à chaque fois sheet BD, sheet formulaire et consort, on est venu remplacer la valeur de sheet BD, sheet formulaire par F et W. C'est un peu comme quand on faisait les maths au secondaire, on met soit X égale, okay, soit Y égale. C'est la même chose que nous venons de faire. Le soit, c'est simplement le F ici. Par contre,
la particularité en programmation VBA, c'est que lorsque nous avons défini la variable f comme étant une feuille et que nous lui avons instancié, nous lui avons attribué une certaine valeur, ça a pris ce qu'on appelle de l'allocation mémoire. C'est-à-dire, ça prend un petit espace sur le disque et dans l'exécution du programme pour pouvoir fonctionner. Et donc, lorsque vous avez un programme qui est très conséquent, très volumineux, avec beaucoup de feuilles ou beaucoup d'affectations de variables mémoire et consorts comme ça, vous vous retrouvez avec un programme qui, au fil du temps, devient de plus en plus lent. Parce qu'il stocke à chaque fois l'information concernant la variable f dans la mémoire du programme et de l'ordinateur, ce qui ralentit en fait son exécution au quotidien. Et ça se fait particulièrement remarquer sur les PC qui ne sont pas très puissants. Sur les PC qui sont très, très puissants, bon, on ne sent pas vraiment cette allocation mémoire, c'est très insignifiant. Mais lorsque vous avez un poste avec une capacité relativement réduite, là, ça commence à ralentir le poste et ce n'est tout simplement pas intéressant. Donc, ce sont des bonnes pratiques de développeurs qui permettent de garder un code optimal et ultra performant, même sur des machines qui ont des capacités très faibles. D'accord, d'accord. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Bon. Oui? D'autres questions? Allô? Alors, moi, à mon niveau, ça va. J'ai pas de questions à mon niveau. C'est pas ça. OK. OK. Il y a d'autres participants qui auraient des préoccupations auxquelles on peut apporter quand même quelques éclaircissements avant de clôturer la session du jour. OK. Super. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons boucler la session en cours. J'espère que vous avez tous pu apprendre quelque chose de ce que nous avons pu voir aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, vous pouvez toujours nous les poser dans le forum. Ce sera un plaisir pour nous d'y répondre. Je pense qu'on va mettre un terme à la session du jour et on va se retrouver pour la prochaine formation au cours desquelles on va découvrir encore de très belles choses. Allez, à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. La vidéo sera disponible sur le forum? Oui, la vidéo sera disponible sur le forum. Mais autre chose, en fait, nous vous suggérons plutôt d'aller vers